Ce que vous voyez là, c'est la place de la Concorde à Paris le 25 août 1944. On est en pleine bataille de la libération de la capitale et il y a de violents combats de rue qui opposent la résistance française aux résistants allemands qui se trouvent encore dans ce secteur. Ces derniers protègent farouchement l'état-major de la marine allemande qui s'est retranché juste ici, dans ce bâtiment sur le côté, qui est le quartier général de la marine allemande. Cet édifice s'est appelé successivement au fil des siècles Hôtel de Saint-Florentin ou Hôtel de Talleyrand et il est aujourd'hui méconnu car ses portes sont fermées au public. Pourtant, il a joué un rôle primordial dans l'histoire de la France et de l'Europe. Après avoir appartenu aux figures les plus puissantes de l'élite française, il est aujourd'hui la propriété de l'ambassade des États-Unis en France, qui y fait vivre l'amitié franco-américaine depuis plus d'un demi-siècle. Alors comment ça se fait que cet hôtel particulier est devenu, au fil des guerres européennes et mondiales, le centre névralgique de la reconstruction de notre pays et de notre continent ? C'est tout l'objet de la vidéo d'aujourd'hui et pour tout comprendre, on va remonter le temps, direction le milieu du XVIIIe siècle. Dans la ville de Metz, dans l'est de la France, le roi Louis XV survit miraculeusement à une maladie qui était très grave. Alors, pour célébrer ça, la ville de Paris lui offre un cadeau monumental. Elle veut lui faire construire une nouvelle place royale avec sa statue en son centre. Quelque chose de très simple. Et finalement, c'était pas si inhabituel puisque Paris compte déjà la place royale qui avait été construite pour Louis XIII. Il y a aussi la place Louis le Grand, actuelle place Vendôme, ou la place des Victoires pour Louis XIV. Et donc là, il faut marquer le coup avec le roi Louis XV. Donc un concours d'architecture est lancé et remporté par Ange-Jacques Gabriel, le premier architecte du roi et véritable superstar du néoclassicisme de son époque. C'est lui qui a donné au château de Compiègne son aspect actuel. Il a aussi édifié le petit Trianon de Versailles ou encore l'école militaire qui se trouve à Paris. Alors pour l'emplacement, il propose un spot qui est un peu particulier parce que ce serait sur l'esplanade du Pont Tournant, là juste au bout du jardin des Tuileries. Alors dit comme ça sonne bien puisque aujourd'hui c'est un endroit qui est assez beau, mais à l'époque, l'endroit sert de décharge pour les blocs de marbre du roi. C'est-à-dire qu'ils seront utilisés pour les châteaux de la couronne. Et en plus, le sol est en terre battue. Et puis surtout, le terrain est cerné par deux énormes égouts à ciel ouvert. Donc, niveau prestige, pour une place royale, on a quand même vu mieux. Mais bon, Gabriel, l'architecte, a du flair. Il est visionnaire et il comprend que ce terrain vague peut devenir le trait d'union architectural parfait entre le palais des Tuileries et la promenade plantée des Champs-Élysées. Et il aura raison. Et puis, surtout, ce qu'il sait, c'est que ici, on est juste à côté du nouveau quartier huppé de l'élite de l'époque, le faubourg Saint-Honoré. C'est ici, juste là, que se situe le palais de l'Élysée, qui est offert en 1753 par Louis XV à sa favorite, la marquise de Pompadour. En 1763, la statue équestre de Louis XV est inaugurée. Elle est réalisée par un certain Bouchardon et elle est terminée par Jean-Baptiste Pigalle, le sculpteur qui a donné bien plus tard son nom au quartier parisien des sex shops. Alors le piédestal, lui, il est signé par Jean-François Chalgrin, le futur architecte de l'Arc de Triomphe. Et retenez bien son nom pour la suite parce qu'on va en reparler. Alors, pour fermer la place au nord, l'architecte Gabriel fait bâtir deux palais jumeaux monumentaux et néoclassiques. À gauche, il y a un bâtiment qui est divisé en 4 unités, l'hôtel de Coislin, l'hôtel du Plessis-Bellière, l'hôtel Cartier et l'hôtel de Crillon. À droite, il y a le garde-meuble de la couronne, qui est l'ancêtre de notre mobilier national et qui a pour vocation de stocker les meubles des rois et de la couronne. Un des hommes les plus puissants du règne de Louis XV décide de s'installer sur la place.
Il s'appelle, je prends mon souffle, Louis Filippo, duc de la Brière, comte de Saint-Florentin. Voilà. Il est secrétaire d'État à la maison du roi et aux affaires étrangères. Donc, vive le cumul des mandats. Et en plus, c'est un ami personnel du roi. Donc forcément, il lui faut une demeure à la hauteur de son prestige et de son rang. Et ici, c'est le meilleur endroit. Par contre, il a beau être puissant, pour la façade sur la place, il est obligé de respecter au millimètre les plans néoclassiques très stricts imposés par l'architecte Gabriel. Alors, qu'à cela ne tienne, il embauche Chalgrin, l'architecte du piédestal de la statue de Louis XV, pour lui concevoir un hôtel particulier ultra luxueux et néoclassique. Par contre, du côté de la rue Saint-Florentin, là, il est libre et il se fait construire un portail monumental, toujours un petit peu néoclassique, mais qui va clairement hurler « Regardez, je suis riche ». Lorsque l'on pénètre dans la cour, ici, on voit toute l'organisation de l'espace, qui est une machine à trier le monde. Au rez-de-chaussée, ce sont les cuisines, les écuries, les domestiques. C'est pour le bruit et l'odeur. Au premier, ce sont les appartements privés qui sont confortables et intimes, fermés au public. Au deuxième étage, c'est l'étage noble, personne n'y vit, ce sont uniquement des appartements pour des réceptions et la diplomatie, recevoir les invités et le public. Au troisième, il y a encore des appartements privés, et là-haut, sous les combles, ce sont les quartiers des domestiques. Alors, quand les invités de marque arrivent, ils passent par l'escalier monumental qui est surmonté d'un superbe plafond peint qui représente la force et la prudence portant le globe de la France à l'immortalité. Rien que ça, on est donc en toute simplicité. Le reste de la décoration et des aménagements intérieurs ont aussi été réalisés par Chalgrin. Donc autant vous dire que cet hôtel particulier, il est vraiment réalisé par les plus grands architectes de l'époque. Le comte de Saint-Florentin emménage ici en 1769, tandis que la place Louis XV, elle, est terminée en 1772. Mais bon, le propriétaire n'en profite pas très longtemps puisqu'il meurt en 1777. Tout ça pour ça, quoi. Pendant ce temps, dans l'hôtel de Coislin tout proche, sur la place de la Concorde, l'histoire s'accélère. La France et les États-Unis d'Amérique, qui viennent de se déclarer indépendants de l'Angleterre en 1776, signent un traité d'alliance secret contre les Anglais. C'est le début d'une amitié historique qui va mener à l'indépendance américaine en 1783, mais qui va aussi souffler des idées de révolution plutôt dangereuses pour la monarchie dans la tête des Parisiens. Après avoir soutenu financièrement la guerre d'indépendance américaine pendant des années, les caisses du Royaume de France sont vides et des réformes fiscales doivent être entreprises. Le roi Louis XVI réunit donc les États généraux à Versailles, qui est une sorte d'importante réunion qui rassemble les députés des trois ordres. Il y a le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et en gros, l'objectif est de faire accepter au clergé et à la noblesse de payer plus d'impôts. Mais vous vous en doutez bien, les négociations piétinent. Parmi les députés du clergé, il y a un certain Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Il est issu de la très haute noblesse, mais il a une malformation au pied qui l'a privé de carrière militaire. Donc, il va s'engager dans les ordres et appartenir à l'ordre du clergé. Et tout au long de sa carrière politique, on va le surnommer le diable boiteux. Alors, boiteux, on comprend, mais diable, pourquoi ? Eh bien parce que c'est la plus grande girouette de l'histoire politique française. Il sait renifler le sens du vent comme personne. Et on va le voir par la suite. Le 20 juin 1789, lors du serment du jeu de paume, les députés des trois ordres se réunissent et se jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France
sur le modèle de celle des États-Unis d'Amérique. Et là, Talleyrand comprend qu'il faut changer de camp et se range du côté du tiers-État. D'ailleurs, plus tard, il va lâcher une idée qui fait l'effet d'une bombe, nationaliser les biens de l'Église, donc du clergé, pour éponger la dette de la France. Le clergé va jamais lui pardonner, mais Talleyrand s'en fiche, lui au moins il se place du côté des vainqueurs. Donc on voit un petit peu là le côté diable. Le 14 juillet, la Révolution française éclate avec la prise de la Bastille. C'est la panique chez les nobles qui commencent à émigrer en masse dans les pays voisins, et c'est notamment le cas en 1790 de la princesse de Salm-Salm qui possède l'hôtel de Saint-Florentin depuis 1784. Alors, princesse, je ne sais pas quel genre de princesse puisqu'on n'a aucun portrait d'elle. Donc voilà, on vous a fait ce magnifique petit dessin pour illustrer comme vous pouvez. Mais elle a quand même le sens des affaires, notre princesse, puisque juste avant de s'enfuir, elle va s'organiser pour louer son bâtiment à l'ambassade de Venise en France. C'est un petit peu, on va dire, le Airbnb avant l'heure, quoi. Cette année-là, la monarchie française s'effondre et la famille royale est emprisonnée. La place Louis XV perd sa statue équestre et est renommée place de la Révolution. Et sentant le couperet de la guillotine approcher, Talleyrand s'exile en Angleterre, puis aux États-Unis. Et bien lui en a pris Talleyrand, parce qu'en France, c'est le début de la terreur qui est dirigée principalement par Robespierre, et qui va emporter notamment Louis XVI, Marie-Antoinette ou la du Barry, l'ex-favorite du roi Louis XV. En 1794, l'ambassade de Venise déménage de l'hôtel de Saint-Florentin et ce sont les révolutionnaires qui s'installent dans l'hôtel particulier pour le transformer en usine de guerre. On va y stocker des munitions, on y aménage dans les écuries une fabrique de salpêtre, c'est-à-dire un produit qui sert à conserver la viande, mais aussi à fabriquer de la poudre à canon. Peu après, Robespierre se fait condamner à mort en 1794 et c'est la fin de la terreur. À ce moment-là, la place de la Révolution devient place de la Concorde en 1795 pour signifier la réconciliation nationale entre tous les Français. Talleyrand rentre en France et récupère son poste de ministre aux Relations extérieures. Et c'est là qu'il va repérer un jeune général corse ultra ambitieux, Napoléon Bonaparte. Talleyrand va le façonner et va l'aider à faire son coup d'État en 1799. La situation de la France se stabilise, de nombreux émigrés reviennent en France et notamment la propriétaire de l'hôtel de Saint-Florentin, la princesse de Salm-Salm, qui le vend presque aussitôt à un diplomate espagnol, le marquis de Hervas. Super accent, vous avez vu? Bref, et pendant ce temps, Talleyrand devient le bras droit de Napoléon et assiste même à son sacre en 1804, comme on le voit ici. C'est le début du Premier Empire et de la conquête de toute l'Europe. Sauf qu'assez vite, le duo se fissure, Talleyrand veut la paix en Europe, mais Napoléon veut tout conquérir. Donc en 1807, Talleyrand démissionne et commence, dans l'ombre, à comploter avec les ennemis de l'empereur. Napoléon finit par capter le double jeu et va lui hurler sa célèbre réplique, pardon pour les familiarités, « Vous êtes de la merde dans un bas de soie ». Un jeune homme d'affaires arrive de Francfort et s'installe à Paris. Il s'appelle James de Rothschild et son objectif est de fonder la branche française de la banque familiale. Retenez bien son nom parce qu'il va devenir bientôt le maître d'un empire financier français. Et l'empire napoléonien, il est à son apogée, mais le principe d'être au sommet, c'est que la descente approche. Et pour Napoléon, la chute va être brutale. C'est le début de la fin pour Napoléon Ier. Au mois de juin, l'empereur se lance dans la terrible et meurtrière campagne de Russie contre le tsar Alexandre Ier.
Et devinez qui en profite pour faire une super affaire immobilière à Paris? C'est Talleyrand, évidemment. Il rachète l'hôtel de Saint-Florentin pour en faire sa résidence parisienne. Et pendant que Napoléon est en train de galérer et de se geler en Russie, ce bâtiment devient le véritable centre névralgique de la politique française. Il y loge également sa nièce, la duchesse de Dinaud. L'Europe entière se ligue contre l'Empire, la France et Paris sont envahis. Pendant que Napoléon Ier défend sa couronne, deux hommes s'activent indépendamment dans l'ombre. D'un côté, James de Rothschild, qui spécule sur la chute de l'Empire, et de l'autre, Talleyrand, qui transforme les salons de l'hôtel de Saint-Florentin en quartier général de la diplomatie européenne. Entre ces murs lambrissés, il reçoit les plus grands dirigeants de l'époque. Le roi de Prusse, l'empereur d'Autriche, qui est le neveu de Marie-Antoinette, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, et surtout le tsar de Russie, qui va carrément loger chez Talleyrand. C'est littéralement ici, là, dans ce salon, que se prépare le congrès de Vienne, qui va par la suite sceller l'avenir de la France et de l'Europe. Talleyrand négocie ici le traité de Fontainebleau qui force Napoléon à abdiquer une première fois. Dans la foulée, Talleyrand travaille aussi sur le traité de Paris qui évite que la France ne soit partagée par les vainqueurs et surtout, il abat sa dernière carte et permet la restauration de la monarchie française en plaçant sur le trône le petit frère de Louis XVI, Louis XVIII. Après la mort de ce dernier en 1824 et le règne ultra-conservateur de son frère Charles X, Talleyrand, fidèle à lui-même, sent le vent tourner. Il soutient en douce la révolution de 1830 qui renverse Charles X et installe son cousin sur le trône, Louis-Philippe Ier. Et le point commun entre tous ces rois, eh bien, ils ont tous été financés par le banquier incontournable de l'époque, James de Rothschild. Mais bon, il a beau s'appeler le diable boiteux ou Talleyrand, ça ne le rend pas immortel et ses jours sont comptés. Mais après lui va s'ouvrir une nouvelle page de l'hôtel et ça va être encore plus doré. En 1838, le diable boiteux s'éteint à 84 ans dans sa demeure parisienne. L'héritière de Talleyrand, la duchesse de Dinaud, revend immédiatement le palais au baron de Rothschild. Il y loue des appartements à de grandes personnalités politiques et culturelles de son temps. L'immeuble sert aussi parfois à accueillir de grandes réceptions et des bals en plus de leur demeure de la rue Laffitte ou du château de Ferrières. Et pour recevoir tout ce beau monde, les Rothschild vont littéralement pousser les murs et faire aménager une immense salle de bal. Pour agrandir la pièce, ils placent une cheminée sous un miroir géant. Et l'anecdote ridicule, c'est qu'un jour, un invité un peu distrait a essayé d'y allumer un feu et a entièrement cramé le mur. Peu de temps avant sa mort, James lance d'importants travaux en faisant construire une nouvelle aile qui doit servir de salle de bal sur les anciennes maisons mitoyennes donnant sur la rue Mondovì. Le chantier s'achève en 1871, année où Alphonse, le fils aîné de James, devient le propriétaire de l'hôtel particulier. Il va alors transformer la demeure en véritable musée privé avec notamment des tableaux de Vermeer ou de Rubens.
Pour le style XVIIIe siècle qu'il adore, il fait ajouter des médaillons de Louis XVI et Marie-Antoinette dans l'escalier. Et le détail qui est hyper amusant et qui me fait sourire dans cette pièce, c'est que parfois il y a du marbre qui est vrai, on l'entend, et parfois il est faux, comme là. Donc comme quoi, on a beau être multimilliardaire, on peut aussi faire du toc. Et Alphonse est tellement fan du XVIIIe qu'il va racheter et faire installer chez lui les boiseries d'origine du pavillon de musique de Madame du Barry, la toute dernière favorite de Louis XV. La France inscrit aux monuments historiques l'hôtel de Talleyrand, qui est alors la propriété d'Édouard Alphonse de Rothschild, le fils aîné d'Alphonse. La Seconde Guerre mondiale éclate, la famille Rothschild s'exile à l'étranger. Les Allemands entrent dans Paris et l'État français est proclamé à Vichy. Les Rothschild, comme de nombreux opposants politiques ou juifs ayant fui à l'étranger, sont déchus de leur nationalité française par le gouvernement. Ce dernier réquisitionne leur hôtel particulier qui abrite d'abord une annexe du ministère de la Marine avant de devenir le quartier général de la marine allemande. Le 25 août, c'est la libération de Paris. Les troupes du général Leclerc prennent d'assaut l'hôtel de Saint-Florentin et capturent l'état-major allemand après des combats d'une violence extrême. D'ailleurs, si vous baladez aujourd'hui rue de Mondovì, juste à l'arrière, vous pouvez encore voir les impacts de balles qui sont gravés dans la pierre. À la fin de la guerre, Maurice Thorez, chef du Parti communiste français, installe ici ses bureaux, puis l'hôtel est restitué aux Rothschild qui le louent au gouvernement des États-Unis. La France est en ruine, tout comme l'Europe. Et donc à partir de 1948, les États-Unis vont louer le bâtiment aux Rothschild. Et c'est cet hôtel particulier qui va donc devenir le centre névralgique du plan Marshall, qui est un plan d'aide économique pour aider à reconstruire le vieux continent. Plus d'un siècle après Talleyrand, c'est exactement dans les mêmes salons que les négociateurs de 16 pays européens se réunissent autour de l'ambassadeur Harriman pour redessiner l'économie du continent. Séduits, les États-Unis rachètent et s'installent définitivement dans l'hôtel particulier en novembre 1950. Les États-Unis lancent une première restauration pour redonner aux pièces leur faste d'antan. L'hôtel devient une extension de l'ambassade des États-Unis et abrite les services culturels, le consulat et le centre des impôts américains. Une seconde campagne de restauration, bien plus importante, s'achève et lui donne son lustre actuel. Plus de 150 artisans d'art français s'unissent pour redonner au lieu son lustre d'origine grâce à des fonds privés qui viennent des deux côtés de l'Atlantique. Aujourd'hui, les bureaux sont loués à un cabinet d'avocats ultra prestigieux, mais l'étage noble et les salons de réception, rebaptisés Centre George Marshall, du nom du plan Marshall, restent la propriété du département d'État américain. Il continue d'accueillir des événements privés liés à l'ambassade des États-Unis ou qui célèbrent l'amitié franco-américaine. Mais heureusement, ils sont ouverts au public une fois par an lors des Journées européennes du patrimoine. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de venir découvrir ces salons en vrai, pour voir où se sont signés d'importants traités de l'histoire française et européenne, franchement, n'hésitez plus.